48 heures et le Burkina Faso devait plier. Au lieu de céder, une décision nocturne a déclenché menaces, sanctions annoncées et un ralliement populaire inattendu autour du pouvoir. Que change pour chacun le nom d'Ibrahim Traoré vraiment ? Dans les minutes qui suivent, l'histoire raconte une nuit de septembre 2022, une photo de grand-mère, des chefs religieux unis, puis une délégation étrangère testant sa volonté avant que l'économie ne se réorganise. Contrat renégocié, investissement local en hausse, emplois créés, pauvreté en recul et un pays sommé de revenir en arrière sous 48 heures. Ce récit ne promet pas une légende héroïque ni un plaidoyer idéologique, il promet une lecture structurée d'un moment précis où des choix politiques ont produit des effets mesurables, visibles et contestés. En suivant le fil des événements, l'objectif est simple, comprendre ce qui était en jeu pour l'État, pour l'économie et pour les citoyens ordinaires, au-delà des discours et des symboles. L'enjeu est concret, sécurité, ressources, dignité nationale. Au cœur de cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme un point de convergence entre pression extérieure, attentes populaires et risques personnels assumés. Refuser certains accords signifiait exposer le pays à des sanctions, mais aussi remettre en question des dépendances anciennes présentées comme inévitables. A l'inverse, accepter ces accords garantissait une stabilité immédiate au prix d'une continuité que beaucoup jugeaient étouffante. Ce qui suit examine donc un pari politique. Rompre avec des mécanismes installés depuis des décennies, mesurer les coûts à court terme et observer les premiers effets économiques et sociaux qui en ont découlé sans éluder les critiques ni les zones d'incertitude. Un an après la rupture annoncée, 3 chiffres ont surpris même les observateurs les plus sceptiques. 40% des recettes de l'or conservées dans le pays, 12% d'augmentation des investissements locaux et 25 000 emplois créés en moins de 6 mois. Ces résultats, avancés dans le récit officiel, contredisaient frontalement les prévisions d'effondrement économique formulées au moment des menaces et des sanctions. Pour Ibrahim Traoré, il servait de première preuve que le scénario redouté n'était pas une fatalité automatique. Pour comprendre comment cette séquence s'est mise en place, il faut revenir au contexte immédiat de 2022. Le Burkina Faso faisait face à une insécurité persistante dans le nord, à des forces armées sous-équipées et à une économie largement dépendante d'accords extérieurs anciens. Les ressources minières, en particulier l'or, quittaient le territoire avec des retombées limitées pour la population. Dans les villes, les tensions sociales s'accumulaient, tandis que les campagnes subissaient directement les attaques armées et l'abandon des services publics. C'est dans ce cadre que la décision de rupture a été présentée comme un acte à haut risque. Les partenaires étrangers promettaient une stabilité immédiate en échange du maintien des accords existants. Les critiques prévoyaient des pénuries, une fuite des capitaux et une aggravation rapide de la pauvreté. Pourtant, le choix assumé par Ibrahim Traoré s'inscrivait dans une lecture différente. Accepter un choc à court terme pour modifier la trajectoire de fond. Et c'est là que se révèle un détail décisif. Les chiffres mis en avant ne racontent pas une réussite totale, mais ils indiquent un déplacement mesurable des flux économiques et de la confiance interne. Dans le même temps, la pression internationale, les menaces personnelles et l'isolement diplomatique n'ont jamais disparu. Ce contraste entre gain partiel et vulnérabilité persistante constitue le cœur de la séquence à analyser avant d'aller plus loin. Pour saisir comment une décision abstraite s'est traduite dans la réalité quotidienne, le récit introduit des figures intermédiaires plutôt qu'un seul centre de gravité. Autour d'Ibrahim Traoré, ce sont des officiers subalternes, des chefs religieux et des responsables communautaires qui jouent le rôle de relais. Leur fonction n'est pas symbolique, ils servent de passerelle entre une décision politique centrale et ses effets concrets sur le terrain. Un premier microcas revient souvent dans le discours officiel. Celui d'un jeune officier approchant son supérieur pour dire qu'il attendait depuis longtemps qu'un responsable formule enfin ce que beaucoup pensaient sans oser l'exprimer. Cette scène, rapportée comme un moment de bascule, marque le passage d'un choix solitaire à une dynamique collective. Elle explique pourquoi la décision n'est pas restée confinée à un cercle restreint, mais a trouvé un écho rapide dans l'armée et au-delà. Un second exemple concerne le rapprochement inédit entre autorités religieuses. Imams et pasteurs,
habituellement divisés sur de nombreux sujets, ont exprimé un soutien commun, non pas à un programme détaillé, mais à une orientation générale. Préserver l'avenir des enfants et la dignité nationale. Ce consensus inattendu a renforcé la légitimité interne de la démarche, surtout dans un contexte où la défiance envers les institutions était déjà forte. Les premiers effets observables ne sont pas spectaculaires, mais ils sont significatifs. Des initiatives locales ont repris là où elles étaient à l'arrêt. Des villages ont vu réapparaître des services essentiels et la parole publique s'est libérée dans certains espaces. Ces signaux précoces ne suffisent pas à garantir une transformation durable, mais ils expliquent pourquoi une partie de la population a choisi de soutenir le pari malgré les risques annoncés. La séquence s'enclenche par une série de rencontres formelles qui, à première vue, ressemblent à des rituels diplomatiques ordinaires. Des délégations étrangères arrivent, parlent de coopération, de stabilité et de partenariat durable. Les termes sont maîtrisés, les promesses calibrées. Pourtant, dans ce cadre policé, un décalage apparaît rapidement. Les propositions reposent sur la continuité d'accords anciens, ceux-là même qui avaient structuré l'économie sans produire de bénéfices visibles pour la majorité de la population. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas seulement technique, il est existentiel. Accepter ces conditions, c'est sécuriser le court terme tout en reconduisant une dépendance dénoncée depuis des années. Tout bascule lorsque la question centrale est posée à voix haute. Si ces accords sont si favorables, pourquoi le pays demeure-t-il parmi les plus pauvres malgré l'abondance de ses ressources ? Le silence qui suit agit comme un révélateur. Il marque la fin d'un échange équilibré et le début d'un rapport de force assumé. À partir de ce moment, la décision de ne pas céder cesse d'être hypothétique. Elle devient un choix intérieur déjà acté, même si sa formulation publique reste différée. Et très vite, la tension atteint son point le plus haut. Les propositions se transforment en avertissements, les sourires laissent place à des menaces à peine voilées, sanctions économiques, isolement diplomatique, risques personnels. La pression se concentre sur un délai court, présenté comme une dernière chance de revenir dans le cadre attendu. Pour Ibrahim Traoré, cette phase cristallise le coût immédiat de la rupture. La sécurité de la famille, la stabilité économique et la paix intérieure sont explicitement placées dans la balance. La décision n'est plus seulement politique, elle devient personnelle. Les répliques suivent presque mécaniquement. Les avertissements se matérialisent en discours médiatiques alarmistes et en mesures restrictives. À l'intérieur du pays, l'incertitude grandit. Certains acteurs économiques suspendent leurs projets, d'autres attendent de voir. Dans le même temps, un phénomène inverse se produit. Des soutiens inattendus se manifestent publiquement. Des leaders religieux, des chefs traditionnels et des jeunes militaires affirment leur alignement sur la décision prise, non par adhésion idéologique, mais par rejet d'une trajectoire jugée insoutenable. Cette dynamique crée un effet de diffusion. La décision initiale, isolée au départ, devient un symbole autour duquel se réorganisent des attentes collectives. Les menaces extérieures, loin de provoquer un repli généralisé, renforcent chez une partie de la population l'idée que le choix posé touche un point sensible. Les rassemblements, les prises de parole et les initiatives locales s'inscrivent dans cette logique de réappropriation. La chaîne des événements ne dessine pas une victoire nette, elle révèle une accélération. En quelques semaines, le pays passe d'un statu quo fragile à une situation polarisée où chaque action est interprétée comme un signe d'alignement ou de rupture. C'est dans ce contexte tendu que les premiers ajustements économiques et sociaux commencent à prendre forme, préparant la phase suivante de l'analyse. Le premier indicateur avancé concerne l'exploitation aurifère, secteur clé de l'économie nationale. Avant la rupture, l'extraction de l'or générait des flux financiers importants, mais une part limitée de ces revenus restait effectivement dans le pays. Après la renégociation de plusieurs contrats, le discours officiel met en avant un basculement mesurable. 40% des recettes issues de l'or sont désormais conservées localement. En termes simples, cela signifie que sur chaque unité de valeur produite, une proportion plus importante alimente directement le budget national au lieu de sortir immédiatement du territoire. Le deuxième chiffre clé touche à l'investissement. Malgré l'annonce de sanctions
et un climat international tendu, les investissements locaux auraient progressé de 12% sur une période d'1 an. Cette évolution est présentée comme un signal de confiance interne plutôt que comme un afflux massif de capitaux extérieurs. Les entreprises africaines et les acteurs économiques nationaux, longtemps marginalisés dans les grands projets, auraient trouvé un espace accru pour se positionner. L'augmentation ne traduit pas une explosion économique, mais une inversion partielle de tendance après une phase de stagnation. Le troisième indicateur concerne l'emploi. Selon les données communiquées, plus de 25 000 postes auraient été créés en moins de 6 mois, principalement au sein des petites et moyennes entreprises. Ce chiffre est souvent accompagné d'une précision essentielle. Il ne s'agit pas uniquement d'emplois publics, mais d'activités générées par un tissu économique local stimulé par de nouvelles conditions. Concrètement, cela se traduit par des opportunités dans les services, l'artisanat et certaines chaînes de valeur agricole, là où l'impact est le plus direct sur les ménages. À ces 3 mesures s'ajoute un indicateur social fréquemment cité, une réduction estimée à 15% du taux de pauvreté. Présenté avec prudence, ce chiffre est lié à la combinaison de plusieurs facteurs. La réorientation partielle des revenus miniers, la relance de services essentiels et le soutien à des initiatives communautaires ont contribué à améliorer l'accès à l'éducation et à la santé dans certaines zones auparavant délaissées. L'exemple du village de Namongou est souvent mobilisé pour illustrer cette dynamique, avec la réouverture d'une école, d'une clinique et un renforcement de la présence sécuritaire. Pour Ibrahim Traoré, ces données constituent un récit chiffré destiné à contrer l'argument central de ses détracteurs, l'idée qu'une rupture entraînerait mécaniquement l'effondrement. Elles servent à établir un contraste avant-après, sans prétendre effacer les difficultés persistantes. Les sanctions ont eu des effets réels, les tensions régionales demeurent et l'économie reste vulnérable. Toutefois, la trajectoire décrite suggère un déplacement mesurable, où le choc attendu s'est partiellement transformé en réorganisation interne. Ces preuves quantitatives ne clôturent pas le débat, elles posent un cadre. Elle montre que le coût de la rupture ne se lie pas uniquement en termes de pertes immédiates, mais aussi en capacité récupérée. C'est précisément ce point qui alimente la controverse suivante, entre ceux qui voient dans ces chiffres un signal encourageant et ceux qui y lisent des résultats fragiles, dépendant d'un contexte encore instable. La critique la plus structurée formulée par les opposants repose sur un premier argument central. Les chiffres avancés seraient conjoncturelle et non structurelle. Selon cette lecture, l'augmentation des investissements locaux et la création d'emplois traduiraient un sursaut temporaire lié à l'enthousiasme initial, appelé à retomber une fois les effets des sanctions pleinement ressentis. Les détracteurs soulignent que l'économie du Burkina Faso reste étroite, fortement exposée aux chocs extérieurs, et que la dépendance à quelques secteurs clés, notamment l'or, n'a pas disparu avec la renégociation des contrats. Un second argument insiste sur le risque d'isolement durable. Rompre ou réviser des accords anciens, affirme-t-il, peut affaiblir la crédibilité internationale du pays et dissuader des partenaires potentiels à moyen terme. Dans cette perspective, la stabilité promise par les anciens cadres, même imparfaite, offrait une prévisibilité jugée indispensable au développement. Les critiques estiment que la posture adoptée par Ibrahim Traoré pourrait rendre les négociations futures plus difficiles et augmenter le coût du financement extérieur, notamment pour les infrastructures lourdes. La réponse apportée par le pouvoir ne nie pas ces risques. Elle repose sur un déplacement de la question. L'argument n'est pas que la rupture élimine toute vulnérabilité, mais qu'elle modifie la nature de la dépendance. Les chiffres mis en avant servent ici de contrepoint. Ils indiquent que, même sous pression, des marges de manœuvre internes existent. Le maintien d'une activité économique, la mobilisation de capitaux locaux et la récupération partielle des revenus miniers sont présentés comme des capacités dormantes longtemps sous-exploitées. Dans cette logique, le débat ne porte plus uniquement sur la croissance à court terme, mais sur la trajectoire choisie. Pour Ibrahim Traoré, accepter une stabilité perçue comme factice revenait à prolonger une fragilité chronique. Le pari assumé consiste à absorber des chocs immédiats
pour tester la solidité d'une économie recentrée sur ses propres leviers. Cette réponse ne clôt pas la controverse, mais elle clarifie l'opposition fondamentale entre deux visions du risque et du temps. Jusqu'à ce point, la lecture pouvait rester économique ou diplomatique. À mi-parcours, un déplacement s'opère. Le centre de gravité n'est plus seulement dans les contrats, les sanctions ou les chiffres, mais dans la relation entre pouvoir et population. Ce que révèle cette phase, c'est que la décision initiale a servi de catalyseur à une transformation moins visible mais décisive. La réactivation d'une confiance interne longtemps érodée. Pour Ibrahim Traoré, ce basculement ne relève pas d'un slogan. Il s'incarne dans une dynamique où la pression extérieure, au lieu de fragmenter le pays, a contribué à resserrer certains liens internes. Les menaces, les ultimatums et l'isolement médiatique ont été interprétés par une partie de la population comme la confirmation que le point sensible avait été touché. Ce mécanisme psychologique explique pourquoi le soutien populaire a persisté malgré les coups immédiats. À mi-parcours, il ne s'agit pas d'une victoire, mais d'un changement de terrain. Le débat cesse progressivement d'être « faut-il revenir en arrière ?» pour devenir « comment tenir dans la durée ?» À partir de là, chaque mesure économique, chaque initiative communautaire, chaque discours public est évalué non seulement sur son efficacité, mais sur sa cohérence avec le choix initial. Cette révélation intermédiaire éclaire aussi les tensions à venir. Une confiance ravivée peut soutenir l'effort collectif, mais elle crée des attentes élevées. Si les résultats stagnent ou se retournent, la déception pourrait être brutale. Le pari n'est plus seulement politique. Il devient social, presque existentiel, et engage la crédibilité future de l'État bien au-delà de la séquence immédiate. Les effets de la décision se lisent différemment selon les groupes concernés, et c'est cette dispersion qui permet d'en mesurer la portée réelle. Pour l'État d'abord, les conséquences sont institutionnelles et budgétaires. La renégociation de certains accords a redonné des marges financières limitées mais visibles, notamment via les revenus miniers partiellement réinternalisés. Cette capacité accrue ne signifie pas abondance, mais elle modifie la hiérarchie des priorités. L'État peut financer directement certaines actions sans passer par des cadres conditionnels, ce qui renforce son autonomie de décision dans un contexte encore contraint. Pour les entreprises, en particulier les acteurs locaux et régionaux, l'impact est plus contrasté. D'un côté, l'incertitude internationale et les sanctions ont freiné certains projets dépendant de capitaux extérieurs. De l'autre, un espace s'est ouvert pour des initiatives auparavant marginalisées. Des PME ont bénéficié de politiques plus favorables et d'un accès élargi aux marchés nationaux. Cette dynamique reste fragile, mais elle explique la hausse des investissements locaux évoqués dans le discours officiel, perçu comme un signal de repositionnement plutôt que comme une expansion massive. Du point de vue des ménages, les effets sont les plus sensibles et les plus inégaux. Dans certaines zones, la réhabilitation d'écoles, de cliniques et de services de base a amélioré concrètement le quotidien. L'exemple de villages auparavant touchés par l'insécurité est régulièrement cité pour illustrer ce changement. Toutefois, ces avancées coexistent avec des difficultés persistantes. Les hausses de prix, les tensions sur certains produits et l'insécurité régionale continuent d'affecter une partie de la population, rappelant que la transition n'est ni uniforme ni achevée. À l'échelle régionale, enfin, la posture adoptée a produit un effet d'écho. Le Burkina Faso est observé par d'autres pays, confrontés à des dilemmes similaires entre dépendance et souveraineté. Sans constituer un modèle stabilisé, la trajectoire engagée alimente des débats sur les alternatives possibles au cadre traditionnel de coopération. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension dépasse le cadre national. Elle inscrit la décision dans une conversation plus large sur l'autonomie politique et économique en Afrique de l'Ouest. Ses conséquences concrètes dessinent un tableau nuancé. Elles montrent des gains partiels, des coûts réels et des attentes élevées. Surtout, elles révèlent que le choix initial ne se juge pas sur un seul indicateur, mais sur l'équilibre mouvant entre autonomie retrouvée et vulnérabilité persistante, un équilibre encore en construction. À moyen terme, l'évolution de la trajectoire engagée
peut être envisagé à travers 3 scénarios distincts, sans leur attribuer de probabilité chiffrée. Le premier, souvent présenté comme le scénario de base, repose sur la continuité prudente. Dans cette configuration, les réformes engagées se poursuivent à un rythme modéré. Les investissements locaux continuent de progresser lentement, les revenus issus des ressources naturelles restent partiellement réinternalisés et l'État consolide ses capacités sans rupture supplémentaire. Les sanctions et les pressions extérieures persistent, mais deviennent un paramètre intégré plutôt qu'un choc permanent. La croissance demeure limitée, mais la trajectoire reste stable, soutenue par une solidarité nationale encore active. Le scénario optimiste suppose une évolution plus favorable de l'environnement régional et diplomatique. Dans ce cas, des efforts de dialogue aboutissent à un assouplissement des pressions internationales, tandis que des partenariats africains se renforcent. L'intégration régionale permettrait d'élargir les débouchés commerciaux et de mutualiser certaines réponses sécuritaires. Les réformes économiques gagneraient alors en efficacité, notamment par une meilleure diversification des secteurs productifs. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario représenterait la validation partielle du pari initial. Démontrer qu'une posture ferme n'exclut pas une coopération rééquilibrée, fondée sur des intérêts mutuels plus clairement définis. Le scénario le plus contraignant envisage une intensification des pressions. Des sanctions plus strictes ou des ruptures supplémentaires pourraient fragiliser les équilibres internes. Les secteurs dépendants des importations essentielles subiraient des tensions accrues et les ménages les plus vulnérables seraient les premiers affectés. Dans ce contexte, la résilience observée jusqu'ici serait mise à l'épreuve. La cohésion sociale, présentée comme un atout central, deviendrait un facteur décisif pour absorber les chocs, sans basculer dans une instabilité plus large. Ces 3 scénarios partagent un point commun. Aucun ne permet un retour simple au statu quo antérieur. Le choix initial a déplacé le cadre de référence. La question n'est plus de savoir s'il fallait rompre, mais comment gérer durablement les conséquences de cette rupture. C'est dans cette gestion, plus que dans le geste inaugural, que se jouera la crédibilité de la trajectoire engagée. Au-delà des débats macroéconomiques et diplomatiques, la séquence engagée a des répercussions plus proches de ceux qui l'observent, même à distance. Pour les citoyens burkinabés, elle redéfinit d'abord le rapport à l'action publique. Des décisions longtemps perçues comme imposées de l'extérieur sont désormais présentées comme le résultat de choix assumés avec leurs coûts et leurs bénéfices. Cette évolution ne garantit pas une amélioration immédiate du quotidien, mais elle modifie la manière dont les sacrifices sont interprétés et acceptés. Pour les entrepreneurs et les acteurs économiques de la région, la situation offre une double lecture. D'un côté, elle rappelle la fragilité des environnements soumis à de fortes pressions internationales. De l'autre, elle met en lumière l'importance des dynamiques internes, capital local, initiatives communautaires et réseaux régionaux. L'expérience observée suggère que des marges d'action existent, même dans des contextes contraints, à condition d'accepter une phase d'ajustement et d'incertitude. Pour un public plus large, extérieur au pays, cette trajectoire agit comme un cas d'étude. Elle interroge des idées souvent admises sur la dépendance, la stabilité et le développement. Elle montre que les trajectoires nationales ne sont pas uniquement déterminées par des facteurs économiques, mais aussi par des choix politiques et sociaux qui influencent la mobilisation collective. Sans idéaliser la situation, le cas burkinabé invite à nuancer les analyses trop linéaires. Enfin, pour ceux qui suivent l'actualité internationale, la figure d'Ibrahim Traoré cristallise un débat plus large sur la responsabilité des dirigeants face à des systèmes hérités. Observer cette séquence, c'est aussi réfléchir à la manière dont les décisions prises au sommet se traduisent ou non en transformation tangible pour les populations. À ce stade, la question centrale devient opérationnelle. Comment transformer une décision symbolique en trajectoire durable ? La feuille de route avancée repose sur plusieurs leviers successifs, présentés comme complémentaires plutôt que simultanés. Le premier concerne la consolidation interne. Il s'agit de stabiliser les recettes récupérées, d'améliorer leur traçabilité et de s'assurer qu'elles alimentent
effectivement les priorités identifiées, notamment la sécurité, l'éducation et la santé. Cette étape conditionne la crédibilité de l'ensemble du processus. Le deuxième levier touche à la diversification économique. Réduire la dépendance à l'or est présenté comme un objectif à moyen terme. Agriculture, énergie et transformation locale sont évoqués comme axes de développement progressif, capables de créer des emplois plus résilients. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas une rupture brutale, mais une réallocation graduelle des efforts, mesurable par des indicateurs simples, volume produit, emplois locaux et accès aux services. Un troisième axe concerne la gouvernance. La mobilisation populaire, moteur initial du changement, doit être canalisée pour éviter l'essoufflement. Des mécanismes de concertation avec les communautés, les autorités locales et les acteurs économiques sont mis en avant pour maintenir un lien entre décisions centrales et réalité de terrain. Cette étape vise à transformer le soutien émotionnel en participation durable. Enfin, la dimension extérieure reste présente. La feuille de route n'exclut pas le dialogue international, mais elle le repositionne. Les partenariats sont envisagés sur la base d'intérêts réciproques, clairement définis, sans retour au cadre jugé déséquilibré. Cette approche graduelle constitue un test de cohérence. Elle doit montrer que l'autonomie revendiquée peut s'inscrire dans le temps sans isoler durablement le pays. Le récit revient là où tout avait commencé, dans un espace intime, loin des chiffres et des déclarations officielles. Une image familiale, transmise comme un repère silencieux, sert de fil conducteur à l'ensemble de la séquence. Elle rappelle que derrière la posture publique d'Ibrahim Traoré, il existe une décision nourrie par une histoire personnelle et par une mémoire collective plus large. Ce rappel n'est pas anecdotique. Il explique pourquoi le discours sur la dignité et la liberté trouve un écho particulier auprès de ceux qui se reconnaissent dans ces trajectoires de sacrifices discrets. Ce retour au motif permet aussi de mesurer le chemin parcouru. Entre la nuit de doute initiale et les mois de tension qui ont suivi, le pays a traversé une phase d'incertitude intense. Les résultats avancés ne constituent pas une conclusion définitive, mais ils incarnent une première matérialisation d'un choix assumé. Pour beaucoup, cette matérialisation compte autant que les chiffres eux-mêmes, car elle rend la décision crédible et tangible. Dans cette perspective, la figure d'Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement celle d'un dirigeant confronté à des pressions extérieures. Elle devient le symbole d'une tentative de réappropriation collective du destin national avec ses réussites partielles et ses fragilités. Le motif initial, simple et humain, relie ainsi le politique au vécu. Une phrase s'impose alors comme un point d'arrêt provisoire. La liberté a un coût, mais l'inaction en a un aussi. La séquence se referme sans injonction directe ni promesse simplifiée. Ce qui demeure, c'est une invitation à la réflexion collective. L'expérience traversée par le Burkina Faso n'apporte pas de recette universelle, mais elle propose un miroir. Elle montre comment une société réagit lorsqu'un choix politique rompt avec des cadres familiers et oblige chacun à se repositionner, individuellement et collectivement. Pour certains cercousa, cette trajectoire suscitera l'adhésion, pour d'autres le scepticisme. Les deux réactions sont légitimes. L'essentiel réside peut-être ailleurs, dans la capacité à interroger les récits dominants, à distinguer les peurs annoncées des effets observés et à accepter que le changement réel s'inscrive rarement dans des lignes droites. À travers le parcours d'Ibrahim Traoré, c'est cette tension entre risque et responsabilité qui est mise en lumière. Le débat reste ouvert. Il dépasse un homme, un pays et une période donnée. Il concerne la manière dont les sociétés définissent leurs priorités, évaluent leur dépendance et décident de ce qu'elles sont prêtes à assumer pour modifier leur trajectoire. Chacun, à son échelle, est confronté à des choix comparables, même s'ils prennent des formes différentes. La question finale n'appelle pas de réponse immédiate. Face à des systèmes hérités, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour reprendre la main sur notre avenir ?